Le sujet de mon intervention que j'ai un peu bricolé pendant la journée, euh, non, parce que je voulais un peu réagir à certaines choses que j'ai entendues et vues aujourd'hui, aura trait à la fois, on va commencer par Cronenbourg, on va présenter le projet Table en relation, qui est le projet sur lequel on travaille actuellement, un des projets sur lesquels on travaille. Et puis ensuite, je fais un petit passage sur la question de la participation dans des contextes, disons, de situation urbaine, particulièrement, qu'est-ce qu'on va dire, c'est la situation, c'est pas les personnes, qui est parfois difficile. Je passerai ensuite sur la question, et c'est un peu ce que j'ai rajouté, de la représentation de ces questions écologiques qui m'intéressent dans le sens d'un questionnement. J'ai certainement pas la solution, mais je suis parfois un peu étonné par le côté un peu gentillet de certaines représentations qui vont dans ce sens-là. Et je me pose la question si c'est la représentation juste ou si on ne devrait pas réfléchir sur d'autres possibilités. C'est ce que j'essaye de mon côté très modestement, mais je trouve que c'est un vrai thème, puisqu'on sait quand même aujourd'hui, y compris les échecs par rapport à la population qui semble quand même pas toute. Alors je sais que c'est une problématique générationnelle aussi, mais qui est loin d'adhérer totalement au niveau mondial surtout à la question de l'urgence des choses que nous avons à changer. Et je trouve qu'il faut essayer de se réinterroger à tout niveau. Niveau aussi de comment on parle à nos concitoyens, comment on s'adresse à eux, est-ce qu'il y a une dimension un peu bétifiante dans certaines communications, est-ce qu'on a le droit voilà, je trouve que c'est un vrai sujet sur lequel j'aimerais bien que nous échangions, et ça va totalement dans l'esprit de ce que je revendique depuis quelques années, c'est l'école du non-savoir. C'est-à-dire qu'il faut que nous recommencions à ne pas savoir, c'est-à-dire à nous interroger sur des choses qui sont des automatismes. Et même quand on est dans un mouvement, je dirais, d'avant-garde, même si on est dans un mouvement de remise en question de certains aspects. Je prenais justement un peu la dialectique en se disant qu'est-ce que veut dire une représentation plus brutale, plus revendicative, plus militante, je dirais, de la question de moi ce que j'appelle la reconquête, même la reconquête nécessaire par rapport à quand même des destructions qui ont eu lieu. Et est-ce que c'est pas plus juste d'introduire cette dimension un peu plus militante, ou est-ce que c'est juste de se dire votre vie va être meilleure, voilà, c'est vraiment dans l'esprit de cette école du non-savoir, c'est-à-dire de cette approche qui, d'après moi, est absolument nécessaire en matière de création, de se dire on remet en question, on doute avant de poser les choses. Alors, peut-être une première explication sur un projet sur lequel nous sommes actuellement et que nous avons lancé avec Civic City. Civic City étant une association loi 1901 qui fédère des créateurs, des designers, des urbanistes, des anthropologues, des sociologues, des philosophes, etc. Et beaucoup d'enseignants qui, hors de tous ces, je dirais, de ces possibilités de travailler ensemble
qui sont organisés via Cumulus et autre chose, et il ne s'agit pas de les critiquer, mais on voit bien quand même un peu la lourdeur parfois de ces choses, essayent de coopérer non pas sur une structure, mais sur des projets, sur du contenu. Donc, on a monté l'année passée, on est arrivé à avoir une subvention de l'Agence nationale de la cohésion du territoire qui nous obligeait deux choses. Premièrement, intervenir sur 4 régions différentes de France et d'autre part, de travailler dans les quartiers dits prioritaires, c'est-à-dire ces quartiers où en effet, les revenus sont bas, les infrastructures sont pas à la hauteur des besoins. On a, dans notre demande, choisi 2 villes en région parisienne, c'est Sarcelles et Val-de-Fontenay, et 2 villes autres que sont Montpellier et Strasbourg. Et le processus est un processus de 3 ans. Consistant à venir rentrer dans ces écosystèmes, dans ces lieux, et de petit à petit travailler avec les populations sur des projets qui ont tous, et c'était notre trait à la question de la nourriture, si possible plus saine, plus économique et plus saine. Plus économique et plus écologique, voilà. En prenant un axe peut-être un peu particulier, c'est de se dire que dans ces quartiers, on a un savoir qui n'a pas été valorisé depuis plusieurs générations, qui est le savoir de se nourrir avec des choses ramassées dans le jardin, des choses qu'on a cultivées, des choses qui finalement fonctionnent dans un circuit très très court et même presque dans un circuit familial, des goûts et des émotions qui viennent d'ailleurs et qui aujourd'hui on atterrit dans notre culture et qui sont extrêmement intéressantes de revisiter en rendant compte finalement de l'histoire, de la géographie, de la circulation de ces produits. Alors, je rentre peut-être d'abord sur Cronenbourg et sur un exemple très particulier qui est le marché de Cronenbourg. En sachant que sur Strasbourg, nous allons travailler aujourd'hui, peut-être plus, mais aujourd'hui sur 5 marchés qui sont tous situés dans des quartiers prioritaires et qui ont tous leur propre logique et leur propre fonctionnement. Certains sont très importants et d'autres sont, je dirais, presque minuscules, puisque parfois, c'est un ou 2 vendeurs qui sont présents, mais qui sont présents à une régularité absolue et fonctionnent dans une vie de quartier d'une manière extrêmement importante. Donc, marché de Cronenbourg qui est présent le mercredi de 7h à 13h et le vendredi de 7h à 13h, donc 2 fois par semaine, et qui est un marché extrêmement vivant, on peut dire, qui à la fois rassemble des vendeurs je dirais qui se procurent leurs produits dans les grands marchés, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, des vendeurs qui ont une très grosse approche écologique et qui indéniablement travaillent sur la proximité, et puis d'autres que je rejette pas du tout, qui vendent des produits venant de très loin, et c'est même très important, c'est-à-dire des produits, des épices, des choses qui justement sont demandées par cette population locale et qui ont des modes de circulation qui sont bien moins industriels et moins officiels que la première catégorie.
d'autres marchés aussi, bien entendu. Alors, comment on procède? Pour l'instant, on a surtout fait des prototypes. Et l'idée, c'est d'aller le plus proche possible sur la réalité de ces marchés. Et donc, on procède en venant non pas faire des photos, mais illustrer cette réalité. C'est-à-dire intervenir très très proche dans la halle le matin à 5 heures quand les premiers stands se mettent en place, 5 heures ou 6 heures, et de suivre finalement le rituel du marché pendant tout son processus, en sachant que voilà, on devient les amis de cet écosystème et ça fonctionne en relation. Ça, c'est le premier pas, la première, je dirais, manière de procéder. La seconde, elle a trait aux spécialistes, donc aux cuisiniers, qui vient acheter sur le marché et qui vient finalement choisir ses produits, des produits qu'il va fabriquer à même le marché. Tout ça étant toujours dessiné et archivé par l'illustrateur. C'est dans un autre contexte qu'on a fait cette expérience avec le cuisinier, et où on voit, je dirais là aussi, la capacité de cet événement, de ce micro-événement, de bien entendu rassembler les choses. À Strasbourg, on a en fait utilisé aussi des fonds venant d'une société de parking qui nous permettent finalement de réaliser tout ça, en leur proposant de venir mettre des produits qui sont uniquement issus de ces cinq marchés, et en considérant que c'est de la signalétique. Donc on va aller se garer dans l'allée des poireaux, dans l'allée des voilà. Et ça veut dire que sera présent dans ce parking ce qui aura été recueilli dans ces quartiers, et en même temps ça nous permet aussi, étant donné les formats, de reprendre les mêmes structures d'impression pour faire des expositions qui, elles, circuleront dans ces quartiers, des expositions qui se baseront sur les structures du marché. C'est-à-dire qu'on va prendre tout le mobilier du marché et on va remplacer les bâches habituelles par des dessins, et c'est une autre manière de faire des expositions, avec bien entendu à ces endroits-là l'idée de travailler sur avec d'autres illustrateurs, de poursuivre l'aventure d'une manière beaucoup plus locale, etc. Bien entendu, tout ça c'est explicité, c'est travaillé avec voilà le projet tel qu'il est parti à Strasbourg. Il est en train encore de se développer, parce que ce qu'on sait, on est véritablement dans une recherche, c'est-à-dire qu'on comprend des choses, non pas comme on nous demande toujours de le faire quand on fait des demandes de subventions, c'est de décrire exactement l'aboutissant de la recherche. On se laisse ouvert des surprises et puis des modifications d'axes de recherche. Et par exemple, on s'est aperçu qu'à Strasbourg, vous avez une culture du marché périphérique qui est extrêmement forte. Il y a 28 marchés dans cette ville, c'est énorme par rapport à et c'est pas des marchés centraux comme on peut les trouver dans les villes du sud, notamment les villes espagnoles, c'est-à-dire où on a des grandes halles et tout le monde se retrouve là. C'est indéniablement le marché qui circule dans ces quartiers, et donc il a une vraie raison d'être
qui est complètement différente et sur laquelle on veut essayer de voir comment ces rituels peuvent être renforcés plutôt qu'être petit à petit déconstruits. C'est un des objectifs d'une autre recherche, toujours dans cette idée de la représentation de la nourriture et de la valorisation de cette nourriture locale. Un autre projet qui toujours est rattaché à ça, c'est l'école Estienne. Je me suis permis de le mettre parce que c'est un projet en cours et c'est l'équivalent un peu de votre, je crois, de votre enseignement ici. C'est les illustrateurs scientifiques, donc qui ont repris ce thème des tables en relation, qui sont en train de faire des très grandes nappes. C'est-à-dire, c'est la frise que vous voyez en bas, qui fait 10 mètres de long, et qui vont être des nappes de table sur des questions culinaires en faisant un travail de focus autour d'un projet, par exemple le ginger ici, la patate douce, l'haricot noir, etc., et avec des modes de représentation complètement différentes et sur lesquels on va bien entendu se mettre en dialogue, parce que l'objet c'est ça, se mettre en dialogue avec la population pour non pas leur apprendre, mais pour apprendre. C'est le processus qu'on a souvent de se dire on a besoin d'un objet relationnel, d'un objet qui déclenche finalement le processus d'échange et de recueil de savoir. C'est-à-dire quand on a une image comme ça qui dit gombo, immédiatement on a une réaction de personnes qui ont un savoir qui n'est ni sur Internet ni dans les livres et qui nous permet finalement de conquérir et de poursuivre notre recherche. Et l'idée, c'est véritablement de valoriser ça et donc d'intégrer aussi à fur et à mesure ces dialogues, ces transmissions de savoir dans notre manière de représenter les produits et les recettes et les manières de faire. Peut-être un autre exemple, c'est le projet que nous avons développé à Val de Janeiro, comme on l'a appelé. Alors pourquoi Val de Janeiro? C'est parce qu'on est sous un bâtiment de Niemeyer, d'Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer qui est un grand architecte brésilien. Et on a essayé de transformer, en travaillant avec Coloco et des paysagistes qui ont pour charge de transformer un espace, de faire une intervention temporaire avec un budget minimum pour, d'une certaine manière, se créer une sorte de tribune qui permettent de rentrer en dialogue avec la population. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est une exposition contre le mur sur l'architecte et sur l'importance du lieu, l'importance de cet immeuble, etc. Et puis un sol. Et tout ça avec un graphisme qui rappelle bien sûr Karl Marx, Burle Marx, pardon, qui était le paysagiste d'Oscar Niemeyer. Oui, c'est marrant, mais pas tellement. C'est du paysage. Et ça donne, voilà. Le lieu a été transformé avec rien. Hein. C'est ce que vous avez par exemple ici dans la Berrière, c'est du scotch noir qui a été posé. Donc on a une dizaine de rouleaux de scotch définitif. On a une exposition collée sur le mur et puis on a un travail de sol. C'est rien du tout et en même temps ça a créé la scène. La scène qui permet maintenant le travail de dialogue, le travail festif, le travail de représentation, en sachant que on organise ensuite des workshops. Ça, c'était un workshop avec des étudiants américains qui étaient en dialogue avec les lycéens de Val-de-Fontenay sur les questions de la nourriture, donc travail de traduction, d'explicitation de mets,
de discussions sur le prix de la nourriture, sur ce que les étudiants, par exemple, peuvent dépenser par semaine pour se nourrir, et bien entendu des manières, des transmissions de tiens, mais on peut faire avec 2 euros ça et ça, et c'est malgré tout à la fois sain et pas si mauvais que ça. Autre forme, c'est d'analyser un produit. Là, on a fait par exemple un festival de la patate douce et d'essayer de découvrir finalement le produit dans sa plus large élément. Hein. On connaît en France ces patates douces oranges. Il y en a de plein de couleurs. Et bien entendu, si on commence à regarder les menus à travers le monde, il y a des menus incroyables à partir de cette ce légume qui finalement n'est pas cher et surtout peut être cultivé sur les balcons, peut être cultivé, donc il y a une capacisation aussi par rapport au fait de le cultiver. Donc à partir de là, nous on crée des sortes de grands journaux qui par exemple analysent la présence de cette patate douce à travers le monde, essayent de trouver les symboles qu'on peut avoir d'un côté. Pour la patate douce, c'est vraiment très très intéressant parce qu'on a à la fois au Japon des temples, une journée particulière dans l'année. Donc la patate douce, c'est vraiment un produit de luxe qu'on utilise dans les desserts et dans les choses comme ça. Et puis 2 pays plus loin, c'est ce qu'on donne aux cochons. Donc on a des différences, je dirais, de crédibilité du produit qui sont extraordinaires entre un pays et un autre. Et tout ça, bien entendu, l'objet, c'est l'échange. Et donc autour de ces grands journaux, hein, c'est des journaux qui font 90 par 60 en largeur, une fois pliés, mais et qui sont en libéraux et qui deviennent des sortes de base de dialogue et toujours l'illustrateur qui vient témoigner finalement de ces choses-là. Alors, on a fait d'autres workshops avec des étudiants sur, par exemple, les épices, en demandant aux étudiants, d'une part, de choisir une épice qu'ils maîtrisent bien, ou qu'ils connaissent bien, ou qu'ils apprécient, et puis une qu'ils ne connaissent absolument pas, et où ils doivent aller chercher le savoir auprès de la population de Val-de-Fontenay. Et ça a été un workshop d'une semaine absolument incroyable, et où sont sortis vraiment des projets extrêmement intéressants. C'est pas les meilleurs qui ont été. Si peut-être celui du bas, là, le poisson, la poudre de poisson. Vous connaissez l'épice de la poudre de poisson? Voilà, c'est une épice africaine que bien des personnes du Cameroun, ils vous diront banal, on connaît que ça. Mais voilà, c'est une épice qui n'a pas tant circulé que ça, alors que d'autres, bien entendu, ont fait le voyage à travers le monde. Et c'est toujours sur ces réflexions-là qu'on essaye d'interpeller et de se mettre en dialogue. C'était la deuxième journée qui était basée sur les piments, avec bien entendu toujours dégustation du plus fort au plus doux. Et là aussi, production graphique et transmission de ces données. C'est des journaux qui sont aussi en process, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a eu, sur la base de ces dialogues avec le journal, on est en Tunisie, on a eu un spécialiste de l'Arissa qui nous a corrigé un certain nombre de choses, qui ont rapporté d'autres informations, et petit à petit, ces journaux, je dirais, passent de l'information qu'on peut trouver sur les sites internet et sur les livres à du savoir vivant, du savoir porté par les gens. Voilà. Et à partir de là se construit en fait une sorte de mise en scène d'un quartier
puisqu'on vient intervenir toujours autour de ce même parc, dans des situations différentes qui vont du carnaval jusqu'à des journées spécialisées. Donc voilà, une manière de se mettre en contact et de faire participer dans un processus, avec bien entendu une forte présence aussi des étudiants, ce qui me paraît très important. C'est aussi se dire, nous sommes dans un non-savoir. Il ne faut pas qu'on impressionne, il faut qu'on arrive à échanger à la même distance. Et donc, à la fois, on a ces objets relationnels qui sont les journaux, mais on a aussi le faire qui est toujours présenté avec ses imperfections durant le processus. À Sarcelles, et là je vais aller plus vite parce qu'on n'est pas encore aussi loin, on est en train de travailler sur la Méditerranée. Donc j'aime bien la Méditerranée à Sarcelles. C'est pas la Méditerranée à Montpellier, c'est la Méditerranée à côté de Paris. Uniquement parce que une grande partie de cette population a traversé la Méditerranée pour venir s'installer en France, et que c'est une sorte de parler des expériences culinaires, de la culture culinaire, de tout ça, c'est aussi peut-être se mettre en situation de relation justement avec d'autres populations qui partagent le même territoire ou presque. Donc c'est une sorte d'acte ou d'une tentative de réconciliation, je dirais, post-dramatique, notamment pour tout ce qui touche à Israël et à Gaza et à l'Orient, mais aussi à la Libye, aussi à la Syrie, aussi, voilà, la Méditerranée est quand même très blessée, et comment arriver à recrédibiliser cette culture incroyable de cette mer. À la Mosson, à Montpellier, on travaille sur la cueillette pique-nique, mais aussi sur ça s'est un peu modifié là dans le cours des discussions sur les femmes en cuisine et cuisinières, c'est-à-dire les différents statuts finalement aussi des cuisines, c'est-à-dire entre le quotidien et celles qui en font leur métier, celles qui sont reconnues par les grands censeurs de la cuisine. Il y a des discussions et il y a des choses très très intéressantes par rapport à justement ce savoir qui n'est pas révélé dans ces quartiers prioritaires, qui est souvent du savoir qui émane des familles et qu'on peut tout à fait augmenter. Et tout ça va se finir certainement par un grand atlas de la nourriture du monde en fin de projet. On a commencé à tester un peu des choses, par exemple par rapport à l'Inde, parce qu'il est important, bien entendu, de ne pas approcher ça d'une manière coloniale et comme ça a été fortement fait. Donc avec une stagiaire, une jeune stagiaire, une urbaniste venant d'Inde, on a travaillé pendant un mois, et on s'aperçoit que ça fait pas sens de parler de l'Inde, mais il faut absolument parler de région de l'Inde. Ça paraît logique, hein. Quand on parle de la cuisine française, il y a une cuisine du Sud, une cuisine du Nord, etc. C'est encore plus accentué, bien entendu, dans un pays aussi important que l'Inde. Ça veut dire que probablement, notre atlas, il va pas reprendre les nationalités, il va prendre des régions culinaires, des micro-régions culinaires, parce que parfois, il y a une recette dans par exemple, à Sète, il y a les moules et il n'y a pas les moules dans les deux villes qui sont à côté. Donc il y a aussi du micro particulier, et comment arriver à la fois à relier du micro particulier et puis des spécificités qui touchent l'ensemble de la Méditerranée, parce que le blé s'est diffusé à cet endroit-là, ou parce que les tomates poussent très bien dans ces régions chaudes. Voilà. Work in progress, et encore
certainement à modifier. Je passe donc de ce projet qui est en cours et qui va se terminer, je dirais, début 2027. Donc on a encore bien du temps et bien des surprises, qui est aussi un projet qui se fait aujourd'hui avec plein de partenaires. La semaine prochaine, on va être à Tunis avec une école, avec l'université de Tunis. On a des partenaires à Beyrouth, Madagascar. Tout est en train un petit peu de monter. Et l'idée, c'est véritablement non pas de le faire tout seul, mais de se dire nous sommes plein de spécialistes et nous sommes capables de multiplier ces expériences et de les rassembler et de s'échanger autour de ces expériences. Et c'est peut-être là des nouvelles formes pédagogiques aussi, que de dire c'est pas chaque école qui a son sujet, mais finalement un sujet peut se partager entre écoles sans que pour autant la pédagogie soit affectée, soit collective. C'est juste le thème qui est collectif. Ce qui nous intéresse, c'est au contraire de comparer des choses qui se passent sous des conditions différentes et avec des volontés même pas différentes autour d'un thème aussi large que la nourriture aujourd'hui. On a fait un workshop par exemple sur il y a deux semaines sur la nourriture des étudiants. Donc pendant une trentaine d'étudiants ont vraiment analysé comment ils achètent, ce qu'ils achètent, qui sont les personnes qui ont influé sur leur culture culinaire, quel est le budget, quels sont les déchets, etc., etc. C'était très intéressant. Mais cette structure, on va la passer maintenant à plein d'autres pays et étudiants pour voir s'il y a des méthodologies, finalement, y compris de se nourrir, qui sont meilleures que celles qu'on a en France, qui sont issues, bien entendu, d'une certaine richesse qui a disparu ces dernières années. On a un autre projet que j'aime beaucoup avec un groupe d'étudiants chinois qui étaient quelques jours à Paris. On a travaillé, parce que les Chinois ont bien entendu la forme calendaire circulaire, où ils divisent l'année en 12 parties et non pas en 6, en 24 parties et non pas en 12. Donc, tous les 15 jours, on a une transformation et qui est toujours reliée à un produit alimentaire. Donc ils ont déjà une sorte de richesse par rapport à cette relation saisonnière et alimentaire voilà, où on est. Mais en plus, ils le développent sur 60 ans. Sauf que j'ai jamais trouvé un calendrier qui à la fois montre le développement de la nourriture dans une vie. 60 ans, c'est une vie, hein. C'est-à-dire du bébé jusqu'à l'adolescent, puis en vieillissant, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est dans la force de l'âge, etc. Et le cercle de l'année. Donc on est en train de construire un calendrier de 60 ans de nourriture saisonnière. Voilà. C'est le type de choses qu'on peut petit à petit développer avec cette grande chance, c'est qu'on n'a pas de programme. La nourriture est notre programme et l'idée de venir s'implanter ou de se mettre en dialogue avec les personnes qui habitent ces quartiers. Nous sommes là à Sarcelles, c'est une autre expérience qu'on a fait il y a quelques années sur le tissu et sur la poésie dans le tissu. On ne connaissait pas trop Sarcelles. On a eu, et ça c'est vraiment très important, rencontre avec les élus d'abord, puis une élue qui nous a trimballé à travers Sarcelles pendant 3 jours. 3 jours de visite intensive dans tous les quartiers, centres sociaux, dans toutes les maisons de quartier, etc., etc. Et après ça, elle nous a dit, et maintenant, carte blanche, faites ce que vous voulez. Il faudra trouver l'argent. J'ai pas de sous, faites ce que vous voulez. Et puis on a commencé à se dire ce bâtiment est particulièrement intéressant parce on se croirait un peu à Casablanca. C'est la même architecture
Et puis surtout, il a une place devant, donc il y a une sorte de scène finalement qui nous permet de relier l'habitant avec l'avant-scène. Ce qui fait une mairie, hein, c'est si vous regardez l'histoire des mairies en France, ce qui fait la mairie, c'est la place qui est devant la mairie, hein, c'est pas l'architecture. Ce qui est la constante, c'est la place qui est devant. Et c'est elle qui dit la valeur, c'est elle qui représente en fait l'élément de mairie. Donc voilà, on a décidé de partir de ça. Vous voyez que c'est un bâtiment relativement blanc, mais en passant devant, on a vu sortir une femme avec des couleurs incroyables et des vêtements incroyables, et on s'est dit, ce qui manque, c'est peut-être la couleur dans cette ville, et cette couleur, elle vient des tissus, et elle vient des tissus du monde entier, et ce qui est incroyable en matière de tissus, c'est que chaque pays a sa particularité, et en même temps, il y a du commun, quoi. Il n'y a pas 36 000 techniques, il y a des choses relativement identiques. Par contre, l'esthétique, la créativité est différente. Donc on est allé voir le maire, on lui a dit on aimerait bien faire ça, c'est à peu près ce qu'on peut garantir. Si tout va bien avec la population, on arrivera peut-être à faire ça, et ce serait génial si on arrivait à faire ça. Est-ce que vous êtes partant? Il a dit oui, banco. L'idée, c'était d'utiliser bien entendu ces surfaces de tissu et de travailler avec les habitants de cet immeuble et du quartier sur des choix de textes, de poétique, venant aussi de leur culture et leur laisser aussi le choix des matériaux et des tissus. Pour motiver, pour essayer d'embarquer, je dirais, la population dans le quartier, il a fallu déjà montrer notre projet. Donc pour ça, les choses qui sont bien entendu les lieux optimales, c'est les maisons de quartier, les centres sociaux. On a eu la chance de pouvoir faire une exposition qui était une exposition extrêmement simple, à la fois de matériaux et de culture des tissus, voilà, une première confrontation avec un tissu, c'est pas partout pareil. Et ça a été rien que ce panneau-là, ça a été incroyable parce que tout de suite, il y a eu réaction des uns et des autres. Ah oui, Suzanne, je connais. Donc le savoir, il y a une sorte de retournement du savoir. Et c'est évident qu'ils avaient plus de savoir que nous sur chacune des parties de cette chose. Donc à partir de là, c'est créer l'échange. Important aussi, c'est d'essayer de partager l'objectif. Donc il a fallu, le terme il a fallu est pas très juste d'ailleurs. On s'est fait un plaisir d'essayer de faire un prototype avec déjà quelques personnes qui étaient partantes pour faire des premiers essais. Et voilà, c'était le premier texte qui était traité sur le tissu, et il fallait tester la taille des caractères, la lisibilité, et puis ensuite surtout commencer à travailler avec les différentes communautés pour leur demander qu'ils choisissent des tissus, qu'ils écrivent qu'ils nous transmettent des textes, soit des textes qu'ils auraient composés eux, soit des textes qu'ils ont choisis parmi des poètes qui les ont influencés. Voilà. Et à partir de là, un certain plaisir s'est développé. Une incroyable profusion de propositions qu'il fallait ensuite tester. En sachant qu'il y avait des négociations entre ceci ne veut pas dire ça, etc., etc. Et une certaine joie de participer à ce processus. Alors pourquoi joie? Et je vais revenir ensuite à quelque chose qui a pas fonctionné.
je crois qu'ici, joie il y avait parce qu'il n'y avait pas d'utilité. C'est vrai qu'il n'y avait pas de demande autre que de faire ensemble quelque chose qui finalement pouvait faire plaisir à tout le monde. Et ça a très très bien fonctionné. Ça a fonctionné dans ce travail que Myriam avait fait dans l'approche avec les écoles, avec toutes ces personnes qui sont déjà repérées ou qui sont déjà dans des synergies de groupe, dans des communautés. On est beaucoup allé dans toutes les fêtes, toutes les manifestations qui avaient lieu dans le quartier. Donc c'est aussi être en synergie avec la festivité d'un quartier, c'est-à-dire ne pas venir en se disant j'initie tout. C'est indéniablement de se dire c'est le rythme du quartier qui doit aussi être accepté, et notamment dans ces quartiers-là, le vendredi il n'y a pas grand-chose. Il y a à accepter cette condition. Et puis ensuite, en même temps, c'est faire de la qualité, c'est faire de l'esthétique, et je pense que ça c'est vraiment important, parce qu'en final, il faut que tout le monde soit fier, qu'eux soient fiers du résultat. Et bien entendu, il y a des moments d'incertitude, il y a des moments mais ce qu'on a décidé finalement, c'est de se dire on va faire une sorte de 50-50. 50-50 au niveau des textes, c'est-à-dire on aura 50% qui seront des textes d'auteurs connus, de choses vraiment valorisées, et 50% c'est eux, et 50% c'est nous qui avons fait le design, et 50% c'est eux qui ont fait le design. Ce qui a fait que l'ensemble était correct, était bien, et que finalement l'un était valorisé par l'autre. Nous, on ne pouvait pas faire les remplacer eux, et eux ne pouvaient pas nous remplacer nous. Et puis, le moment le plus intéressant a été le rapprochement, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler sous l'immeuble. Ne plus travailler dans les centres sociaux, mais venir vraiment là où l'habitant vit. Et là, on a rencontré d'autres personnes et on a eu d'autres types de synergies. On s'est aperçu que des personnes qui ne venaient pas dans les centres sociaux, c'était pas qu'ils étaient contre les centres sociaux ni contre notre projet, mais qu'ils n'avaient pas le temps, qu'ils travaillaient la nuit, que voilà, 100 000 raisons tout à fait valables. Et petit à petit, c'est malgré tout constitué une sorte d'acte commun. De gens qui passaient et qui disaient waouh super mais j'ai pas le temps, et puis de ceux qui au contraire passaient s'arrêtaient, travaillaient pendant quelques heures et puis repartaient. Et fierté il y a quand quelque chose est terminé. Ensuite venait l'action la plus, je dirais, délicate, pas la plus difficile. La plus délicate, c'était il fallait venir accrocher ça sur l'immeuble, c'est-à-dire venir traverser tous les appartements, donc avoir accès à ces appartements, etc., etc. On est arrivé à peu près à 80% de personnes qui nous ont ouvert les portes et qui ont accepté le processus. On a commencé par... Bien sûr, ça c'est toujours important ce prototype, hein, c'est-à-dire que c'est tout le monde du coup voit la chose, voit que c'est pas horrible, voit que c'est possible, et à partir de ça se dégage le moment de festivité où tout le monde s'y met. C'était l'affiche très simple, un certain nombre de poésies qui n'étaient pas mis en, et puis je dirais l'installation finale qui est restée pas très longtemps, hein, qui est restée 3 semaines à peu près, mais où les gens ont accepté, y compris eux par exemple, d'avoir un drap devant leur fenêtre pendant 3 semaines. Donc pour moi, ça c'est vraiment une opération qui a réussi. Je pense que personne n'a été
vraiment frustré, quoi. Voilà, il y a une sorte de et c'est grâce, je dois dire, à certaines personnes dans mon équipe qui ont su aussi ouvrir les portes et ouvrir les quoi. C'est venir dans un écosystème, c'est pas tout à fait facile. Hein, il y a quand même aussi à trouver. Voilà, à être accepté. Je peux raconter deux anecdotes. D'une part, là, il y a un petit café PMU qui a été extrêmement important pour nous. Il y a eu la gardienne de l'immeuble qui était superbe et qui a participé à tous nos workshops et qui peignait à la fin aussi bien qu'une graphiste, mais qui aussi persuadait tout le monde. Et puis, il y a eu un gars, parce qu'il y a quand même des gens qui traînent un peu, qui n'arrêtait pas de me dire j'aimerais faire une partie d'échecs avec toi. Il jouait aux échecs en permanence sous l'immeuble. Puis j'ai accepté, j'ai perdu 2 fois. Et puis en fait, il m'a toujours mis plus vers le centre de la place. Et j'ai compris après que le signe, c'était tu as le droit d'être là. Et donc c'était une sorte de signe pour tous les immeubles tout autour que j'étais accepté, je jouais avec lui et que voilà. J'ai fini par gagner d'ailleurs. Voilà. Puis deuxième chose importante, c'est la valorisation de ces choses-là. Donc le maire de Sarcelles, quand il parle de ce projet, il parle uniquement d'un truc qui est complètement annexe, c'était que les rideaux, quoi, les poèmes sont ensuite allés à Florence dans une exposition. Bon, c'est sa fierté. Et voilà, c'est aussi crédibiliser l'action et lui donner la valeur qu'il faut. Et pour ça, il y a aussi bien entendu des dimensions plus explicatives, plus analytiques, des éditions, des analyses, des interviews, des choses de cet ordre. Voilà ce projet. Et j'ai encore combien de temps? Ça va? Oui. Et je dirais un projet plus difficile. Je pense je ne sais pas si on l'a raté, mais voilà, vraiment plus difficile. Dans le même lieu, l'immeuble dont on a parlé doit être comme ça ici à droite, et on nous a demandé de travailler dans cet interstice entre 2 séries d'immeubles, et qui est, moi je pense, une sorte de vice de forme architecturale. C'est peut-être un peu gonflé de dire ça, mais j'ose le dire, c'est-à-dire c'était une sorte de promenade qui était à l'arrière de ces immeubles, mais qui n'a jamais fonctionné. C'est tout de suite devenu plutôt un lieu où on ne voulait pas aller, etc., etc. Et donc on a essayé de trouver le moyen d'en faire un lieu convivial. Donc vous voyez, c'est ça, hein. C'est pas large, c'est très bétonné, c'est en mauvais état. Et puis voilà, on a commencé à proposer des choses, proposer une aire de jeu, proposer une sorte d'autogestion de construction. On a commencé à trouver des personnes capables de nous aider à faire la chose. Donc d'abord c'était les menuisiers de la ville qui ont fait un premier réalisation, et puis après petit à petit on a travaillé avec une entreprise pakistanaise, c'est-à-dire des derniers arrivants du territoire, pour valoriser leur présence, parce que bien que tout le monde vienne d'ailleurs, il peut y avoir racisme malgré tout par rapport aux derniers arrivants. Alors, se sont construits, comme vous le voyez là, je ne vais pas trop commenter, des actions avec les enfants, des actions de plantation, etc., etc., de nettoyage, de peinture, d'auto-fabrication, et puis de jeux,
de dessin, de peinture, voilà. Et petit à petit, tout ça se mettait en qualité. Là, ces murs peints, en fait, sont là, non pas certainement aussi pour décorer, mais surtout pour inciter les commerces qui ont leur façade de l'autre côté de venir se retourner. C'est-à-dire de venir créer des fenêtres de ce côté pour rendre lisible leur action, et notamment ce coiffeur là dont on a fait la façade et qui lui était totalement d'accord de se mettre, mais aussi du travail sur le fait de jeter et de conserver des objets et des produits, sur la circulation dans des lieux un peu difficiles. Et tout ça, c'est petit à petit développé. Voilà. Et puis, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les propriétaires qui étaient au-dessus, finalement, ils voulaient pas de monde. Ils voulaient le contraire. Ils voulaient surtout qu'il n'y ait personne. Et bien on a essayé de les entraîner, et il y a eu scission entre les propriétaires qui disaient oui, mais ces tables le soir ça fait du bruit, et puis les habitants, ceux qui finalement l'utilisaient, ils étaient nombreux, qui au contraire étaient tout à fait favorables à la chose. Et là, nous, on avait, parce qu'on le sait que c'est parfois un peu conflictuel, on avait des solutions, sauf que la ville a arrêté. La ville a eu peur d'aller plus loin, parce qu'il fallait aller plus loin plutôt que de revenir en arrière. Et elle a eu peur, donc c'est resté dans un état qui est correct, mais qui n'est pas non plus finalisé, etc., etc. Et ça montre vraiment que c'est question de participation, c'est extrêmement sensible et extrêmement difficile. Hein. Et surtout quand on commence à être dans le fonctionnel, je dirais. Parce que là, je dirais que si on avait fait ça pour 3 mois et qu'on se serait retiré après, il n'y avait aucun problème. Mais étant donné que c'était dans des sortes et les gens de Sarcelles ont tout à fait l'habitude de ça, de temporaire qui dure, les propriétaires avaient qu'une peur, c'est que ce soit encore plus agréable pour les personnes qui soient à l'extérieur. Je crois que j'arrête là. Tout d'abord, merci pour la présentation. Je voulais revenir concernant le dernier projet que vous avez présenté. Face à la complexité d'une situation comme celle-ci, et pour toute autre personne qui voudrait intervenir dans ces situations-là, qu'est-ce que vous conseillerez pour rebondir? Comment est-ce que vous avez fait pour ne pas vous décourager face à d'autres projets à venir? Alors, d'une part, moi j'ai un rendez-vous demain avec le maire. On a laissé 1 an se reposer un peu le conflit. Mais moi, je m'avoue pas vaincu. Donc j'ai une réunion demain où il s'agit de se dire, ok, quels sont les trucs qui dérangent véritablement? Il y a eu une sorte de focus autour c'est très intéressant. Hein, ça a commencé, on veut de la couleur, et puis ça a fini, ce jaune. Donc on va changer de couleur. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est comment on peut redonner du plaisir à un processus tel que celui-là. Et puis, ce que j'ai peut-être pas dit dans la présentation, c'est que c'est un accompagnement d'une rénovation. Hein. Donc, tous ces immeubles sont en train d'être rénovés.
je pense qu'il y aura notamment des isolations acoustiques qui seront bien meilleures que celles qui existent aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a possibilité de reconsidérer les choses. Et pour ça, il faut continuer à être en dialogue. Il faut continuer la discussion, il faut continuer, et peut-être qu'on a tort, hein, peut-être. Moi, si j'ai commencé avec l'école du non-savoir, c'est véritablement une attitude que nous devons avoir en tant que designers. C'est pas insister, c'est se dire on continue à discuter ou à créer même parfois la dispute. Et puis se soumettre si véritablement les arguments sont bons dans le camp inverse. Hein. Mais ce qu'on s'aperçoit souvent dans ce genre de choses, c'est que c'est peut-être 10% qui sont très bruyants et que 80% n'ont pas de problème. Donc que faire? Voilà. Moi je dis juste, il ne faut pas se plier tout de suite, il faut rester en contact, il faut continuer. Et puis peut-être que la prochaine fois, ce que j'aurais appris, c'est quand même que la question acoustique, elle est bien entendu extrêmement importante. Hein. Non, mais j'avais une très rapide question. Merci également pour cette présentation très très riche. Et moi, j'ai toujours quelque chose qui est un petit peu intriguant, c'est l'organigramme organisationnel pour mettre en place cette typologie de projet, parce qu'il y a une tenue visuelle en termes de design graphique qui est très très puissante, quoi, très forte, très très impressionnante, et avec la multiplicité de paroles des personnes qui sont impliquées au niveau des habitants. C'est quoi alors vous avez tu as un petit peu évoqué tout à l'heure l'équilibre sur les tissus qui étaient mis en page par vous, d'autres qui étaient par les habitants, les phrases qui étaient écrites par les habitants, les phrases qui étaient des phrases, des citations. Mais par exemple là, le design du mobilier, etc. Ça implique beaucoup de gens dans votre structure. Comment ça se passe? Non. Alors dans notre structure, nous on n'est pas grand. Hein. Donc c'est souvent du travail de nuit et du travail de week-end. Pour les tissus, il y a eu 4 personnes qui ont passé l'été. Voilà, c'est des choses plutôt intensives, je dirais, qu'extrêmement structurées. Et ensuite, sous-jacent à ta question, et c'est vraiment quelque chose qui m'apporte, moi depuis les années j'ai été très critique de la manière dont le design approchait le système. Donc moi, j'ai toujours été fasciné par comment on peut créer la diversité, une diversité harmonieuse, et non pas comment on peut créer l'unité. Et c'est pour ça que je me considère comme glissonien, comme voilà. Ce qui m'intéresse, c'est cette complexité de se dire on arrive à créer quelque chose de cohérent dans une complexité sans être dans la maîtrise de chacune des parties du système. Et ça permet d'une part l'évolution, c'est-à-dire ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire en cours d'un concept, moi j'ai pas peur de changer de cap et de revenir, parce que je dirais la syntaxe est donnée. Il y a une sorte de syntaxe et après, toute expression est possible. Ouais, moi j'aimerais bien revenir sur... Tout au fond, il y a quelqu'un qui... Non, mais vas-y, mais après... qui s'impatiente. Désolée, sinon j'aurais pu venir chercher le micro. Oui, moi ma première question déjà, c'est un super travail dans la question du design socialement engagé, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Merci. Si. Et deuxièmement, c'est premièrement pratique, on va dire. Vous avez montré des documents au début. Est-ce qu'il y a possibilité de les avoir quelque part ou d'en avoir connaissance? Tout est open source. D'accord. Non, vous êtes dans l'école? Oui, bien sûr. Oui. Non, vous aurez tout ça, oui. Et ma deuxième question, c'est au niveau de la typographie et comment vous avez fait pour travailler les tissus. J'ai vu que certains étaient découpés.
C'est-à-dire qu'il y avait des lettres de découpées, d'autres étaient peintes. Quel était le processus? Alors là aussi, c'était les habitants qui pouvaient choisir. Nous, on donnait quelques modes d'emploi, quoi, quelques techniques qu'on maîtrisait, mais d'autres ont été développées par les habitants. Et je dirais qu'on a essayé de ne pas s'ennuyer. Donc, quand on faisait une journée à peindre, on faisait la journée d'après à coudre, etc., etc., quoi. Il y avait aussi cette envie de diversité. Oui. Oui, donc je reviens sur la question que je voulais poser. Vous avez parlé de école du non-savoir. Oui. Je me demande si ça n'a pas davantage à voir avec la question de la reprise des savoirs, un peu comme ce qu'on voit apparaître beaucoup sur reprise des terres, etc. Et moi, ce qui m'interpelle, enfin, ce qui m'interroge, c'est, on va dire, l'objectif ou l'intention politique derrière. Si vous pouviez peut-être évoquer rapidement, c'est-à-dire que tout ça, c'est très... Alors c'est une autre conférence, il me faudra du temps, mais ouais, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé dans cette notion de non-savoir, et je suis pas tout à fait d'accord sur la reprise du savoir, parce que je crois que c'est même un non-savoir permanent que je revendique. C'est-à-dire, c'est une méthodologie qui consiste pas à tout de suite combler l'interrogation qu'on a par des exemples extérieurs, par des réponses, par des choses comme ça. Et le designer est souvent, le paysagiste, l'architecte, est souvent placé dans cette... on lui prépare le briefing, et puis après il a à répondre au briefing. Mais s'il fait ça, il est ingénieur, il est pas créateur. Donc comment se dire, ok, on a quelqu'un qui a un désir, et là c'est vraiment pour moi des questions très très essentielles du design. Quelqu'un qui a un désir, qu'il écrit dans un briefing, il est absolument nécessaire d'interroger le briefing. Il est absolument nécessaire de reconsidérer, y compris la question qui est posée. Et à partir de là, en l'ayant bien compris, soit on se soumet au désir, soit on essaye d'être plus judicieux en disant mais attendez, peut-être que votre désir n'est pas tout à fait juste, et en fait la question qui est véritablement présente, c'est pas celle-là, c'est celle d'à côté. Et là, il faut y aller, quoi. Il faut risquer cette approche-là. Ensuite, moi, je citerai Bachelard, c'est lui qui a quand même favorisé très, très fortement cette question du non-savoir. Il a dit il faut réapprendre à ne pas savoir. Et réapprendre à ne pas savoir, c'est être étonné. Et c'est justement questionner des choses qui paraissent peut-être banales, parce qu'elles sont tellement fortement liées à notre quotidien. Et on voit bien que notre monde, il fonctionne pas parce que on répète des choses qui sont stupides, qui étaient peut-être justes à une époque, qui se sont transformées et qui aujourd'hui font plus de sens du tout. Donc aujourd'hui, étant donné les nouveaux paramètres qu'on a, et malheureusement ils sont pas que positifs, etc., etc., on a à revisiter l'ensemble des processus, et revisiter l'ensemble des processus, ça veut dire ne pas savoir. C'est pas tout de suite donner la réponse, c'est se dire et quelque chose. Voilà, le sujet de votre séminaire, on n'a pas de réponse, on cherche. C'est beaucoup plus intéressant. Et ceux qui ont des réponses, je pense que dans 10 ans, leurs réponses seront fausses. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas expérimenter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, ça ne veut pas dire, mais ne remplaçons pas de l'affirmation par l'affirmation. Et ça, en France, on est très fortement soumis à, je vais faire de la politique là, à un président qui croit savoir mieux que les autres, et on voit à quel point il se plante en permanence. Parce qu'il est conseillé par certains, il est dans cette affirmation d'un savoir qui n'est pas possible.
Et c'est pas, voilà, cette interrogation c'est ni du négationnisme, au contraire, c'est se confronter aux choses. Merci pour cette présentation très nourrissante et je reviens sur aussi le projet de Sarcelles que je trouve très exemplaire. Et ma question c'était sur parce qu'il y a effectivement l'aspect graphique, mais il y a cette écriture plurisonore, pluriscript plutôt. Et en fait, je me demandais, je suis très curieuse de savoir comment ça s'est élaboré au niveau on voit des citations, il y a des phrases, on ne sait pas trop si ce sont peut-être des habitants qui les ont prononcées. Et est-ce qu'il y a un travail éditorial? Non, mais certes, il y a eu sélection, parce qu'on avait 10 000 propositions. Vous avez proposé ou c'est venu, ou ça a été dans les deux sens, ou ça a été des propositions discussions venant des habitants. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des workshops avec les habitants et à la fin d'un workshop, on avait 200 textes, etc. Et il fallait bien à un moment sélectionner. Alors la sélection, elle s'est faite parfois par les groupes. Voilà, il y a eu consensus autour d'un texte ou une chose comme ça. Et puis de temps en temps, il y a eu quand même aussi un peu les élus qui se sont mêlés à tout ça. Et puis pour dégoupiller un peu tout ça, nous on a dit il faut arriver à dédramatiser peut-être aussi certaines paroles, donc à travailler sur cette multiplicité. Voilà, le politique, lui, il lit chaque phrase et puis il dit oula, là, ça pourrait avoir telle conséquence. Et la force de la diversité, c'est que si tu mets tout ça au milieu ça n'a plus aucun effet, quoi. C'est une parole et c'est très juste que cette parole soit différente des autres, quoi. On a le droit d'avoir des positions différentes. Et ça aussi, je pense que notre démocratie a à réapprendre ça. Hein. Et ça n'a pas été soumis à des validations justement par les élus où vous avez été indépendant, vous avez pu être autonome? Plus ou moins, oui. On a eu beaucoup de liberté. Après, il y a eu quelques moments où ça a un peu frictionné. Et puis, bon. Mais là aussi, je crois qu'il faut... Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut faire un drame de chaque dispute, ou on peut se dire ça participe d'un processus tel que celui-là. Moi, je suis plutôt de cet avis-là, et qu'il est plus important d'aboutir à quelque chose qui en final a contenté tout le monde, plutôt que de se dire dès qu'il y a, je dirais, divergence, on bloque le processus, quoi. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je me posais une question. Je me demandais en fait par quoi commence. Ça doit dépendre de chaque projet ou de chaque moment, mais par quoi ça commence si vous avez parce que comme c'est du temps long avec beaucoup de personnes et dans peut-être cette idée-là de l'école du non-savoir, enfin ce que vous avez dit. Est-ce que vous commencez par d'emblée parler de ce que vous avez envie de faire, ou est-ce que d'abord vous dites rien et vous posez des questions? Enfin, je sais pas. Je me demandais par quoi ça commençait en fait. C'est très juste. Non, le questionnement est extrêmement important et l'immersion. Moi, quand j'atterris à Sarcelles, hein, je suis un étranger. Et je peux pas faire autrement. Donc j'arrive dans ce lieu et je dois apprendre le lieu, je dois apprendre à être respecté par le lieu. Et apprendre, c'est pas toujours de voir les choses visibles, c'est aussi de voir des atmosphères, des réactions, des choses comme ça. Et il faut petit à petit rentrer dans cette chose-là. Et ensuite, parce qu'on n'a jamais assez de temps pour ça, c'est aussi se dire on ne sait toujours pas. Donc on essaye des choses, on fait réagir. J'avais dans la suite de la conférence une dimension qui moi m'intéresse beaucoup, c'est la question du prototypage. C'est-à-dire prototyper non pas pour réaliser, mais prototyper pour tester, pour voir les réactions, pour
apprendre des réactions qui ont été faites et ensuite peut-être faire un tout autre projet. Toutes ces choses sont bien entendu importantes. Et c'est vrai que quand on a commencé à Sarcelles sur le tissu, à faire notre exposition, bon, on savait pas trop encore, hein. Donc on a fait un peu le bluff. C'est là où on nous met aussi souvent en contradiction. C'est-à-dire le maire veut savoir. Les responsables veulent savoir. Donc on est obligé de faire des images qui plus ou moins donnent une direction. C'est ce que j'appelle justement la syntaxe, hein. Donc au lieu de dire voilà l'image, je leur dis ça peut aller de là à là. Voilà à peu près ce qui va se passer. Et puis ensuite c'est le parcours des choses, quoi, hein. Et ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir aussi. Moi, je trouve que j'ai travaillé pendant 35 ans soumis à la commande, et là, on est dans un autre truc. C'est nous qui sommes les initiateurs, donc on a le droit, et il faut qu'on se prenne le droit de se dire ce que j'ai fait hier était faux, et donc je vais réaxer autrement, ou je vais rajouter cette chose-là. Et je me permets, et ça a à voir aussi avec avec le doute et avec j'ai le droit à l'erreur. Je pense qu'on est dans une société qui n'a pas suffisamment cultivé l'erreur. C'est-à-dire, on a le droit à l'erreur. Et nous, surtout, quoi, nous qui faisons, qui inventons des nouvelles choses, on peut pas être sûr de faire les choses. On ne peut pas être sûr que ça réussisse. Et c'est important qu'on ne soit pas tout à fait sûr que ça réussisse. Je pense qu'on est en manque de ça dans notre société aujourd'hui. Et on est surtout en manque de le dire. Parce que tout le monde, même s'ils ne le savent pas, en fait, disent qu'ils le savent. S'il n'y a plus de questions, merci encore. Merci.